Faut-il aujourd'hui donner raison à Jean-Marc Abound qui disait que le pays n'est pas bien géré parce que il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière la gestion d'aujourd'hui. On en parle parce que beaucoup pensent que ce qui se passe aujourd'hui, doit-on parler de blocage? Qui bloque qui? Au moment où, au temps du FCC, on dira tout sur la tête de Joseph Kabila que le FCC bloque l'union sacrée. On dit que tout ne va pas au pays. Qui bloque qui et qui fait quoi? On va recevoir sur ce plateau au cadre du parti de Jean-Marc Abound, Ghislain Manji. Lorsque le président Kabound a dit qu'il y a des millions qui sont détournés, lorsqu'il a dit qu'il y a des millions qui sortent de ces pays vers des paradis fiscaux, on a taxé de tout le nom de diable. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont cités dans des détournements de millions de dollars, centaines de millions de dollars, mais qui finissent quand même par avoir des autorisations de sortie du territoire. Il faut que le peuple ouvre les yeux, le peuple a compris. Parce que ce sont des milliers de Congolais. A compris quoi? Disent quoi ces Congolais? Jean-Marc Kabound avait raison. Regardons l'anarchie qui règne, que ce soit dans le camp au pouvoir, là on voit les états-majors politiques. Regardons l'anarchie et la confusion qui règne dans ceux qui sont en train de gérer les affaires de l'État. C'est colibé, c'est querelle byzantine. Vous voyez cette guerriade entre le ministre des Finances, l'inspection générale des Finances, entre la justice, entre les services des renseignements. Ce sont des dénonciations tous azimuts. Faut-il aujourd'hui donner raison à Jean-Marc Abound qui disait que le pays n'est pas bien géré parce que il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière la gestion d'aujourd'hui? On en parle parce que beaucoup pensent que ce qui se passe aujourd'hui, doit-on parler de blocage? Qui bloque qui? Au moment où, au temps du FCC, on dira tout sur la tête de Joseph Kabila que le FCC bloque l'union sacrée aujourd'hui. Alors, on dit que tout ne va pas au pays. Qui bloque qui et qui fait quoi? On va recevoir sur ce plateau au cadre du parti de Jean-Marc Abound, Ghislain Manji, avec qui nous allons vraiment parler en profondeur. Ghislain Manji, bonsoir. Bonsoir cher Félix, je suis ravi de venir répondre à votre invitation. Le pays, ça va au moins, ça marche? Le pays va mal, rien ne marche. Il y a de l'anarchie, de l'insécurité, il y a la grogne sociale, il y a tous ces paradigmes que nous avons déplorés il y a longtemps mais qui s'est empiré aujourd'hui avec l'actuelle gouvernance. On va prendre place pour entrer en profondeur de nos questions. L'état dans la RDC aujourd'hui fait référence à quoi? Écoutez, il n'y a pas un mot qui soit plus précis que l'état de déliquescence. Comment ça? Déliquescence générale, l'état de dégénérescence, sur le plan d'abord de valeurs étatiques, des valeurs républicaines, mais également des valeurs démocratiques. Vous allez comprendre que l'État congolais est en train d'être détruit. En des termes plus compréhensibles, c'est ce que veut dire la déliquescence. C'est une destruction en cours, mais qui est due du fait d'une gouvernance tâtonneuse, une gouvernance de faits accomplis. Voilà un peu l'état en définition de notre pays actuellement et c'est ce qu'a déploré et c'est ce qui alarme aujourd'hui et qui demande à ce que tout Congolais épris de clairvoyance puisse s'élever et dire maintenant ça suffit, il faut une action pour le changement. Alors une action pour le changement, quel genre d'action? Parce qu'on rappelle votre président Jean-Marc Abound à son temps, il a dit lors d'un point de presse où il était arrêté qu'au Congo, de Tshisekedi aujourd'hui, Félix, président de la République, rien ne marche. Quel genre d'action? Parce qu'on parlerait qu'en République démocratique du Congo, c'est comme si on n'a pas une opposition. Bah écoutez, avoir un pouvoir ou une opposition, ce n'est pas effectivement ce qui pourrait garantir les changements. Mais cependant, du choc des idées jaillit la lumière. Ça veut dire que la lumière peut être du côté de l'opposition et du côté du pouvoir. Ce sont des possibilités. Mais on s'accorde tous aujourd'hui que du côté du pouvoir, c'est l'obscurité.
cette déliquescence, Le côté du pouvoir. cette dégénérescence de notre État, de notre nation, est due du fait du pouvoir. Et certainement, la lumière est du côté de l'opposition. Vouloir dire, par exemple, qu'il n'y a pas de l'opposition, c'est condamner le peuple congolais à cette noirceur, à cette Mais on ne le à sent cette- pas, cette opposition, Mais juste la écoutez, manger. l'opposition- Il faut dire la vérité. L'opposition politique que nous sommes, elle est d'abord une opposition non armée. On ne va pas vouloir nous sentir comme on sent ceux qui sont allés dans des luttes politico-militaires, notamment ceux qui sont à l'Est, les groupes armés. Nous sommes une opposition républicaine. Nous émettons par nos opinions, par nos prises de position, par nos déclarations et par notre opposition à ce qui est mené comme action gouvernementale aujourd'hui. Et c'est vérifiable. Vous avez parlé donc de l'arrestation du président Jean-Marc Kabound, une arrestation qui a été arbitraire. Vous avez parlé de son procès politique, un procès de la honte qui a découché par une condamnation inédite pour de faits infractionnels supposés par le ministère public liés à la prise de parole, à des propos tenus que selon eux seraient des propos de propagation de faux groupes, et que malheureusement le peuple congolais a compris que les détournements de millions se font à ciel ouvert. Le déplacement de millions de dollars vers des paradis fiscaux peut être aujourd'hui tracé. La gabegie financière du régime en place, la mégestion, la gouvernance acrineuse sur tous les plans, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique. Alors le président Kabound a été arrêté, c'est parce qu'il a pris la parole en tant qu'opposant, sans prendre l'arme, juste la parole, et il a étalé la situation de notre pays, ce qui a valu à ce qu'il y ait un acharnement politique inouï, un procès politique de la honte qui a fini donc par cette condamnation unique. Et donc, pour vous dire vrai, nous avons dit qu'il faut une alliance, qu'il faut une action de changement d'abord. Mais pour le président Kabound, lorsque nous avons concerté, lorsque nous avons jaugé la situation du pays, comme je l'ai dit, une situation désastreuse, nous avons trouvé qu'un seul homme, un seul groupe ne peut pas à lui seul remédier au mal congolais. C'est pourquoi nous avons décidé d'engager une formation politique, mais qui se veut comme une alliance de forces congolaises, des énergies congolaises, des intelligences congolaises, une alliance de citoyennes et des citoyens congolais qui devrait donc décliner l'action du changement contre la dérive totalitaire et les insuffisances du régime en place. Alors aujourd'hui, vous parlez de détournement, tout ce que vous voulez tracer comme mot. Ça vous interpelle quoi? Doit-on dire aujourd'hui que le pouvoir en place fait mieux ou trahit le peuple congolais? Vous savez, Félix, lorsqu'on parle de la gouvernance, on voit une classe dirigeante, un parti, au pouvoir. C'est du fait que des hommes que la gouvernance est exécutée. Parce que cette gouvernance est sûrement assurée par des hommes. Commençons par le chef de l'État qui est un homme, un Congolais, un citoyen congolais, mais fait premier citoyen de la République. Allant jusqu'au dernier huissier qui travaille dans l'administration publique de l'État, qui est aussi citoyenne ou citoyen de notre pays. Alors, c'est tout ce système de gouvernance-là aujourd'hui qui est responsable de ces abus de pouvoir, qui est responsable de cette gangrène, de cette situation de déliquescence que vit le peuple congolais. Voilà en quelque sorte aujourd'hui, au-delà des noms des individus, mais on voit d'abord citoyennes et citoyens congolais. Voilà pourquoi pour y remédier, nous avons songé qu'il faut une alliance des citoyennes et citoyens congolais. Est-ce que cette alliance n'est pas fondée lors de votre régime, autour du pouvoir actuel? Vous êtes senti mal à l'aise, on ne peut pas revenir aujourd'hui, mais justement cette alliance, pour aller où et vers où? Écoutez, on ne peut plus y revenir aujourd'hui. Nous avons suffisamment eu le temps de détrier les raisons de la rupture avec les régimes en place. Nous avons suffisamment démontré qu'il y a des dérives dans le domaine de la gestion du pays, notamment sur le plan sécuritaire. Nous avons déploré toutes les initiatives prises, notamment la surmilitarisation de notre zone Est, avec les invitations de tour à autre de forces de l'IAC, dernièrement de la SADC, actuellement de forces tchadiennes. Nous avons dit que la vision du président actuel n'est pas plus claire et surtout manque plus de finesse et surtout
elle n'est pas avertie en ce qui concerne la prise de décision sur certains aspects. Et donc, toutes les positions que nous avons données sur les questions sécuritaires aujourd'hui se sont révélées vraies. En dehors de ça aussi, ce qui concerne la gestion du pays. Lorsque le président Kabound a dit qu'il y a des millions qui sont détournés, lorsqu'il a dit qu'il y a des millions qui sortent de ces pays vers des paradis fiscaux, l'on a taxé de tous les noms de diable. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont cités dans des détournements de millions de dollars, des centaines de millions de dollars, mais qui finissent quand même par avoir des autorisations de sortie du territoire, alors qu'il y a une instruction judiciaire qui sont allés avec ces millions. Donc ces millions sont allés vers des destinations vers lesquelles ces millions allaient toujours pendant tout ce temps de la gouvernance actuelle. Il faut que le peuple ouvre les yeux et comprenne qu'aujourd'hui, le président Kabound a eu raison sur tous les plans. Et le président Kabound a payé les prix les plus lourds parce qu'il a décidé de rester accroché aux valeurs sociodémocrates mais comment et surtout de dénoncer peuple... les mal et de s'opposer à une gouvernance. Mais comment le peuple va ouvrir les yeux au moment où il n'y a pas un quid? Le peuple n'est pas dupe. Mais comment, Juscelin Bouranger? Aujourd'hui, écoutez, oui. Le peuple n'est pas dupe. Aujourd'hui, le peuple a compris. Parce que ce sont des milliers de Congolais. A compris quoi? Écoutez Félix, ce sont des milliers de Congolais qui nous appellent, qui nous contactent pour dire... Ils disent quoi ces Congolais? Jean-Marc Kabound avait raison. Aujourd'hui, nous donnons raison à Jean-Marc Kabound. Regardons l'anarchie qui règne. Que ce soit dans le camp au pouvoir, là on voit les états-majors politiques. Regardons l'anarchie et la confusion qui règne dans ceux qui sont en train de gérer les affaires de l'État. Vous voyez ces colibés, ces querelles byzantines. Vous voyez cette guerriade entre le ministre des Finances, l'inspection générale des Finances, entre la justice, entre les services des renseignements. Ce sont des dénonciations tous azimuts de gens qui se sont adonnés à des comportements malsains, des détournements de deniers publics pour des profits des officines, pour des profits des parrains politiques. Aujourd'hui, ont finalement fini par se dénoncer. Et ils viennent avec des dénonciations tardives, alors qu'il y a, comme je le disais, un leader politique dans ce pays qui était informé le plus tôt possible de cette dérive, de cette gabégie, de ces abus de gestion, et qui les avait dénoncés et qui s'y était opposé, bien qu'étant à l'époque le chef de file du parti au pouvoir. Donc je réponds encore à cette question pour dire l'honorable Jean-Marc Kabound avait eu raison sur tous les plans. Aujourd'hui, le peuple a compris, que ce soit au pays ou à la diaspora, nous sommes en contact avec nos concitoyens. Ils affirment et ils témoignent de la véracité de toutes les révélations ou de toutes les dénonciations faites à son temps par le président Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, l'heure est à la vérité. Il faut la rétablir. Il faut donc réparer d'abord... Quelle vérité? La justice. La vérité, c'est sur la mégestion, sur la dérive. Et donc, celui qui l'avait dénoncé a été victime d'une injustice parce qu'il y avait un conglomérat de justeurs, parce qu'il y avait un conglomérat de détourneurs, parce qu'il y avait une association de malfaiteurs au sommet de l'État qui avait décidé d'en finir avec l'honorable Kabound au travers d'un procès de la honte. Pour dire qu'aujourd'hui, notre société attend d'abord la correction de cette injustice. C'est la moindre des choses. Et ensuite, la reconnaissance de la véracité, mais surtout de la droiture de l'honorable Jean-Marc Kabound comme étant un homme au service du peuple et un homme qui ne s'est transigé devant la dérive ou la mégestion. Nouveau mandat de Félix Tshisekedi, aujourd'hui, 6 mois déjà, hein, nous sommes en train d'aller vers une année, je peux dire 7 mois. Juscelin Bouranger, quelle température mesurez-vous de l'évolution du pays? Écoutez, la tendance est très mauvaise. D'abord, le premier mandat du président Tshisekedi a fait état de ces dénonciations qui ont conduit à l'injustice contre le président Kabound, sa condamnation et son emprisonnement jusqu'à aujourd'hui, a conduit à la perte de plusieurs localités de notre territoire, a conduit à des détournements des millions, on estime, s'il faut les condenser, à de milliards de dollars qui ont été détournés pendant les 5 ans. La société a connu une dégénérescence générale. Le deuxième mandat du président Tshisekedi commence sur le décombre de cette dérive. Les jalons donc, ont déjà été mal posés. Et aujourd'hui, on est en train de construire
sur des édifices ou carrément sur une fondation déjà mal battue. Et je vous dis que le deuxième mandat, qui reste d'ailleurs pour quelques années seulement, est parti pour une incertitude. C'est-à-dire que le peuple n'espère rien. Je ne vais pas donner la sanction finale parce que nous attendrons le bilan, mais je peux en tant que citoyen congolais sincère que le second mandat est parti pour des incertitudes. Ça c'est un opposant qui parle. Hein. Écoutez, des incertitudes inquiétantes, non pas en tant qu'opposant d'abord, en tant que citoyen congolais, ensuite en tant qu'opposant avec les éléments à notre possession. Sur tout le plan de la gestion de la République, le deuxième mandat est parti pour des incertitudes. Mais il y a certaines personnes qui pensent qu'avec le deuxième mandat, ça sera mieux par rapport à ce qui faisait d'autant où il y a FCC qui bloquait de gauche à droite. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a la majorité parlementaire. Nous ne sommes pas dans le domaine de la religion pour que l'on ait à user de la foi ou de la croyance. Nous sommes dans le domaine de la vie courante, de la vie d'une république, de la gestion. Il y a un projet de société avec lequel on doit gérer un pays. Le peuple adhère à votre vision, à votre projet. Il y a votre approche dans la gouvernance, votre façon d'exécuter ce projet-là. Et il y a aussi, de notre côté, ceux qui ont le devoir en tant que citoyen d'observer si vous êtes sur votre projet. Aujourd'hui, avec la gouvernance actuelle, comme je l'ai dit, c'est une gouvernance des faits accomplis. Parlons de détournements qui se font. Est-ce ça le projet de la gouvernance? Et parlons de l'impunité vis-à-vis de ces détourneurs. Parlons de l'injustice sociale. Regardons seulement la rémunération. Prenons ceux qui sont dans les hautes institutions de l'État. Ils sont payés à hauteur de millions de francs congolais. Et ceux qui sont donc, dans l'administration de l'État, tout comme des simples fonctionnaires, sont payés par des rémunérations très dérisoires, qui ne parviennent même pas à leur permettre de gérer leur foyer et leur quotidien. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de croyance ou de confiance seulement. Parce qu'on peut rester dans cette attitude si nous sommes pendant une période de campagne. Mais lorsqu'on est déjà en train de gérer, ce sont des vérifications qu'il faut faire. Il faut voir tout le temps que l'Union sacrée, la gouvernance actuelle a perdu dans les tractations politiques pour ces querelles byzantines, comme nous l'avons dit. Regardons tout ce temps qu'ils ont mis pour chercher à ce que chacun prenne le fauteuil qu'il lui faut. Et que chacun prenne la rémunération, les avantages, les conforts qu'il lui faut. Quand est-ce qu'on va penser au peuple congolais qui est en train de souffrir à massif? C'est ce qui s'est déjà habitué avec l'homme politique. C'est ce qui s'est déjà habitué avec l'homme politique congolais. Quand est-ce qu'on va penser au peuple congolais qui est en train de souffrir à Mikonga? Quand est-ce qu'on va parler du peuple congolais qui est en train de souffrir à Kamitunga? Quand est-ce qu'on va libérer le peuple congolais qui vit à Bunagana sous l'occupation de forces étrangères? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la gouvernance au niveau central, donc au niveau de Kinshasa, est aujourd'hui une gouvernance peu consciencieuse, parce que je ne veux pas dire inconsciente, mais une gouvernance qui n'est rien en termes de rencontrer les véritables enjeux de l'heure et surtout en termes de relever les défis qui sont devant lui. Ça signifie, pour Judith Souminois, avec un discours, une proposition d'un bon programme, aujourd'hui, chez vous, vous en doutez que rien ne marchera lorsqu'on met des priorités. Ben écoutez, ces programmes n'a été qu'une autre chimère. Vous savez, durant le premier mandat, il y a eu le gouvernement Ilunkamba, il y a eu le gouvernement Sama 1, Sama 2. Les Warriors. Et nous avons eu à entendre des programmes aussi similaires que le programme de Madame Toulouka. Et moi, je me dis toujours que la sensibilité que nous avons pu remarquer de sa considération en tant que première dame à être Premier ministre de notre pays n'est pas ce que le peuple attend. Le peuple attendait d'abord la différence. Mais la différence va provenir de personne, Ghislain Bongi. Aujourd'hui, oui. Un gouvernement entre en fonction, un individu dans un coin signe un communiqué, une instruction pour demander aux membres d'un gouvernement de ne pas composer leur cabinet en attendant que lui, l'individu, et dans son salon... Qui est cet individu-là? Mais écoutez, c'est connu de tous, M. Augustin Kabouya, parce qu'il faut le citer. Mais il est le secrétaire général d'un parti politique. Si lorsque le parti se sent dans la bonne voie de nommer ces personnes au sein du cabinet du ministère, qu'est-ce que ça... Clairement qu'il est parmi les acteurs qui sont adonnés
au dévouement de la fonction politique et surtout de ceux-là qui ont désacralisé la fonction de l'État. Ah bon? Le gouvernement en fonction, bien qu'ayant des acteurs politiques, même s'ils devraient harmoniser avec certains états-majors politiques, parce que ce sont ceux-là qui ont généré les membres du gouvernement, il y a quand même une délicatesse, une discrétion, une hauteur dans la manière dont il faut interagir avec le gouvernement. Un individu dans son coin, avec son parti, parce que la majorité ne peut pas donner des instructions sur la place publique à un gouvernement et surtout ne peut pas freiner, alors que le même parti politique a freiné la composition du gouvernement pendant plus de 5 mois, 6 mois. Toujours l'UDPS. Toujours le même parti au pouvoir, le camp au pouvoir, donc l'UDPS, l'Union Sacrée. Encore le même secrétaire général, donc Kabouya, va encore demander au gouvernement d'attendre qu'il finisse son sommeil ou ses délires, avec tout ce que nous savons qu'il y a comme délire. On peut en faire recommander des gens dans des cabinets ministériels et parfois sans tenir compte des critères de valeur, des critères de compétences et des capacités à exercer certaines fonctions. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une classe dirigeante qui consomme, comme je l'ai dit, la dégénérescence et qui assure la déliquescence de notre État. Il est temps de changement, en commençant par libérer l'apôtre du changement qui est donc l'honorable Jean-Marc Aboud, en commençant par entendre suivre la voix de ceux qui sont en train de prêcher ces changements et ceux qui ont impact avec le peuple congolais pour que demain soit meilleur et que le peuple congolais ne vit pas ce qu'il y a comme situation aujourd'hui. Peuple d'abord, aujourd'hui, doit-on dire c'est juste un slogan? Ou bien c'était un mot motivateur d'un pouvoir qui voulait faire du peuple congolais de quelque chose de bien? Les slogans, le peuple d'abord, le slogan du pouvoir, ça a toujours été des bonnes intentions que l'on sort des slogans. Mais il y a une grandeur d'âme et d'esprit qu'il faut démontrer lorsqu'on gère. Par exemple, nous aujourd'hui, nous sommes l'opposition. En toute sincérité, nous disons ce que le peuple congolais pense sur notre pays. Donc quand on est dans l'opposition, quand on a des slogans, on est en train de relayer ce que dit la masse, ce que dit le peuple. Mais lorsqu'on a le pouvoir, on est appelé à exécuter la volonté populaire. On est appelé à rencontrer le besoin du peuple. C'est là où il y a la différence. L'heure des slogans termine lorsque l'on arrive au pouvoir. Les promesses, les slogans terminent. C'est-à-dire le slogan, on ne peut pas l'utiliser quand on est au pouvoir. Non, quand on est au pouvoir, c'est l'action. Le pouvoir, c'est l'exercice de l'action, de l'État. Décider comment les Congolais devraient dormir aujourd'hui. Quelles conditions de vie? Devrait-il avoir l'électricité, l'eau? Décider de comment il faut qu'il y ait des routes entre la province de Bandundu et la province du Kasaï. Décider qu'il y ait un pont entre, sur la rivière Kasaï, sur une localité quelconque. Décider qu'il y ait un chemin de fer. Décider qu'il y ait des métrobus à Kinshasa. Pas venir avec des maquettes, des projets, mobiliser des millions de dollars, qu'on va par exemple pour les cas de lampadaires ou de forage, mobiliser à hauteur de 400 millions de dollars et donner ça en pâture à des détourneurs qui détournent béatement et qui s'envolent pour sortir du territoire. Et on arrête quelques-uns de manière à distraire l'opinion, on va le mettre en prison. Après un temps, il y aura une procédure de relaxation. Mais qui paye la prison? Qui ont fait une année de prison? Qui ont fait 2 ans de prison? C'est des gens comme l'honorable Jean-Marc Aboud, qui n'a pas touché un seul rond, qui n'a pas géré un seul projet de construction, qui n'a pas détourné l'argent. Et qui pavane, qui sabre de champagne, qui fait tous les week-ends. Ces gens-là, vers qui le peuple congolais a accordé son attention pour que sa situation soit améliorée. Donc, lorsque nous disons qu'il faut conjuguer l'action du changement, c'est parce qu'il y a lieu ici de désapprouver totalement la gouvernance actuelle, comme nous le disons toujours, une gouvernance de faits accomplis et une gouvernance atoneuse. 64 ans après que la République démocratique du Congo a eu son indépendance, c'est comme on dirait que les politiques congolais sont les mêmes. Non, les politiciens congolais ne sont pas les mêmes.
il y a de la différence. Parce que depuis Kassavoubou, Mobutu, Kabila, père, fils, Tshisekedi d'aujourd'hui, on constaterait que c'est toujours sur le même schéma que tout le monde parle. Vous citez 4 noms de politiciens congolais. Vous n'avez pas cité Patrice Emery Lumumba. Je parle de président de la République. Vous n'avez pas cité Patrice Emery Lumumba. Je parle de président de la République. Voilà, donc ce sont des décideurs. Patrice Lumumba a été Premier ministre et tous ceux qui ont été Premier ministre dans ce pays sont des politiciens congolais. Parler de ceux qui ont été présidents des assemblées nationales, présidents du Sénat, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Parce que on confond. Le président Félix Tshisekedi n'est pas obligé. Vous comprenez? Ça veut dire que même si lui aurait qui a la même volonté que lui, il y aura inadéquation au sommet de l'État. C'est pourquoi souvent, dans des démocraties, on évite des cas de cohabitation. On préfère qu'un président puisse avoir avec lui une majorité. Le cas du président Tshisekedi, par exemple, au départ, avec le FCC-Cash, on s'est plaint. Mais lorsque le président Tshisekedi a une majorité à lui, il ne peut plus se plaindre. Alors, c'est donc les acteurs qu'il accepte, qu'il choisit pour travailler avec, qui sont chefs de gouvernement, qui sont membres de gouvernement, qui ont volé des millions de dollars, ce sont les proches collaborateurs du chef de l'État. Des conseillers à la présidence qui sont cités, ce sont des ministres des Finances qui sont cités, les dossiers judiciaires sont en cours, c'est l'inspecteur général des Finances qui dénonce et parfois c'est lui aussi qu'on acquise par certains autres. Ça veut dire que ici, le chef ne peut pas tout faire. Mais le chef a besoin de bons collaborateurs. Mais des bons collaborateurs, est-ce que doit-on dire qu'il y a un mauvais casting? Non. Dès le départ. Écoutez maintenant la responsabilité du chef. Oui. Parce que je n'ai pas voulu carrément d'éloigner le président Tshisekedi. Mais le président Tshisekedi a la responsabilité de sanctionner. Parce que c'est lui qui ordonnance la vie de notre État. S'il faut comprendre la quintessence d'une ordonnance. Les ordonnances ayant investi la plupart des autorités, notamment le gouvernement qui... ça donne à cette dérive, à des détournements. C'est le président Tshisekedi qui signe des ordonnances. C'est lui qui est le garant du bon fonctionnement. Ça veut dire que lorsqu'il ne sanctionne pas, lorsqu'il n'est pas rigoureux, sévère, vis-à-vis de ses mauvais collaborateurs ou de ses concitoyens qui abusent du pouvoir parce que président de l'Assemblée nationale, parce que président du Sénat, parce qu'autorité judiciaire, parce que membre du gouvernement, lorsque le chef de l'État ne sanctionne pas, ou lorsqu'il y a un laxisme, il partage avec eux une responsabilité et à défaut, on devrait donc les taxer d'une complicité passive, voire même active. Donc ici, la responsabilité elle est collective au niveau de ceux qui ont le pouvoir, mais le chef de l'État a la plus grande responsabilité parce qu'en dernier ressort, il a tous les services, il a toute une administration, il devrait avoir les rapports. Ce ne sont pas les Congolais qui sont dans le marché ou ceux qui sont donc à l'intérieur du pays qui doivent remarquer qu'il y a eu des tournements de l'argent de lampadaire. Ce ne sont pas des simples journalistes aujourd'hui qui doivent payer les martyrs parce qu'ils font des investigations pour dénoncer les mal, mais qu'après quoi il n'y a pas de sanction. Donc il y a l'irresponsabilité au niveau des autorités qui doivent décider, notamment aussi des autorités judiciaires qui ne savent que poursuivre, par exemple, un Congolais qui prend la parole pour dénoncer la guerre à l'Est ou un acteur politique qui dénonce la mauvaise gouvernance. La justice est tout à fait souple et rapide pour le juger et pour le condamner. Mais pour tous ces abus de pouvoir, alors que nous avons des instances judiciaires pour poursuivre tout celui qui gère l'État, commençant par le chef de l'État lui-même, il peut être poursuivi devant la Cour constitutionnelle. Les membres du gouvernement, ils peuvent être poursuivis devant la Cour de cassation. Le gouverneur des provinces, il y a des cours d'appel. Mais qui est intouchable? Et pourquoi il y a cette impunité qui pérennise aujourd'hui la dérive totalitaire? Donc, lorsqu'on parle de la dérive totalitaire du régime Tshisekedi, on ne s'acharne pas sur la personne du président Tshisekedi, mais c'est tout le système. Et donc, alors il faut les déboulonner, la ces responsabilité systèmes-là. finale lui revient. Oui. C'est ce système qu'il faut démanteler. C'est ce système qu'il faut donc aujourd'hui ajuster. Et donc pour nous, c'est un système qu'il faut démanteler carrément parce qu'on ne peut pas faire la différence avec les mêmes acteurs. On ne peut pas faire la différence avec les mêmes acteurs. On parle un peu de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo.
Est-ce que doit-on aujourd'hui mettre de côté la voie diplomatique? Bon, je crois que dans tous les cas, l'histoire de l'humanité le démontre. Il y a eu des guerres, des empires, jusqu'au dernier royaume sur la terre. Il y a toujours eu cette soif des États ou des nations à vouloir devenir plus puissantes Que les autres. à développer leur hégémonie, leur richesse, à servir au mieux leurs citoyens que les autres. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui, il faut qu'on le comprenne, que certains États puissent vouloir avoir de la domination ou de la mainmise sur les autres. Mais un État comme la RDC, notre démographie, notre densité, nos ressources, nous avons tout ce qu'il faut pour être d'abord le pays qui domine, les pays qui s'imposent, les pays qui développent. Alors, la situation sécuritaire, est-ce qu'il faut y évoluer avec la diplomatie? Carrément. La diplomatie ne peut pas être exclue parce qu'il s'agit ici des rapports entre les États. Même si on n'aurait pas des rapports diplomatiques directs avec nos agresseurs, mais nous avons le devoir d'être en bon rapport ou carrément en relation bilatérale avec d'autres pays, comme multilatérale avec les autres organisations du monde. Cependant, il ne faut pas que l'on puisse s'assurer ou dire que avec des dénonciations comme le fait avec le gouvernement actuel. C'est-à-dire c'était qui est rassurant. Il se limite par exemple un pays qui est en guerre doit apprendre ses citoyens à prendre les armes, à tirer les armes, à manipuler les avions de guerre, les avions de chasse. Il doit recruter des jeunes pour le service militaire. Un pays qui est en guerre doit apprendre à ses enfants qu'on utilise le fusil pour la guerre. Et non pas un pays en guerre devrait avoir des dirigeants, des membres du gouvernement qui apprennent ses citoyens à larmoyer, à se lamenter. Par exemple, un gouvernement en guerre ne peut pas se limiter à faire ça. Il ne peut pas se limiter à faire ça. La voie diplomatique, il faut dénoncer. Mais c'est ce qui est fait, hein. La voie militaire, il faut faire on la dénonce guerre. tous les temps, tous les jours, Non. on va partout, on dénonce juste la manger. Nous ne nous limitons pas aux dénonciations parce que nous avons aujourd'hui des preuves que cela n'a rien apporté pendant 5 ans. On a accusé Kabila avant, il a eu à faire sa part. Mais pendant les dernières 5 années, nous n'avons rien obtenu avec dénonciation. Il faut donc décider de faire la guerre et la guerre comme il le faut. Aujourd'hui, c'est un pays qui a une petite superficie, qui nous prend des localités, qui domine sur nous. Bien que d'accord, en intelligence avec certains de nos compatriotes, mais l'État, c'est la puissance. S'il y a un chef de l'État, s'il y a un gouvernement, s'il y a une armée républicaine, il faut que nous puissions, avec tout le Congolais que nous avons ici, développer une gouvernance capable de mettre fin à l'insécurité et d'imposer la loi de l'État. Mais ici, il faut se poser des questions où la faille, où sont les vraies difficultés. C'est ça de questions que le Congolais se pose. Oui, il n'y a pas de magie là-dessus. Il n'y a pas de magie là-dessus parce que, prenons l'Ukraine par exemple. L'Ukraine est en guerre contre la Russie, ça fait un certain temps. Mais où est la faille? Bien que la Russie puisse avoir une puissance de feu redoutable dans le monde, l'Ukraine continue à mener cette guerre avec bravoure et avec respect. Le chef d'État ukrainien a quelle tenue? Il a quelle attitude? Il priorise quelle activité? Mais chez nous, que font nos autorités? Nos autorités festoient tout le week-end. Nos militaires, nos généraux Ce n'est pas interdit, sont hein. dans les affaires. C'est pas aussi interdit de festoyer, hein, le week-end. Nos militaires sont dans les affaires. On le dit toujours par les autorités de notre pays. Il y a des généraux qu'on appelle... Mais pourquoi on n'arrive pas les généraux à bling-bling le mettre dans sur ce la... pays. On n'arrive pas à le mettre sur la place publique. L'impunité. L'impunité, c'est ça le vrai problème. L'absence de la punition, l'absence de la sanction favorise le désordre, favorise le manquement. Tout ce qui continue à se faire, c'est parce qu'il y a impunité. Et je crois que nous, en tant que Congolais, devons désormais voir comment nous devons accepter qu'il y ait de l'ordre, mais de la discipline, qu'il y ait de la justice, la vraie justice pour ce pays. Et s'il faut qu'il y ait des citoyens qui méritent la rigueur de la justice, ce sont d'abord ceux qui gèrent le pouvoir, ceux qui sont dans l'armée. Je vois, on arrête
des officiers des sous-grades pour les condamner à mort pour désertion, fuite devant ennemi. Oui, oui. Mais nous souhaitons qu'on arrête des généraux, qu'on arrête des commandants des zones de guerre, des colonels qui sont responsables de ceux qui arrivent sur terrain, ceux qui détournent de munitions. Il y a des dénonciations qui sont faites dans tous les sens. Mais je crois que tout ce qui s'est fait jusqu'ici n'a pas encore atteint une capacité à réduire les mal dans notre société parce que l'on ne punit pas le grand, on punit les petits. Mais lorsqu'on récupère certains de villages, on voit qu'on privilégie trop la voie diplomatique. Le chef de l'État l'avait déclaré à son temps, si on oserait ainsi de suite, il va convoquer le deux chambres. Mais aujourd'hui, les gens se posent plusieurs questions. Où allons-nous avec cette situation de l'Est de la République démocratique du Congo? Parce qu'on récupère de temps en temps de villages et ces Congolais-là se sentent frustrés. Il faut voir quelques vidéos qui circulent sur le réseau. Lorsque l'Alliance du fleuve Congo, le M23, récupère la plupart des localités, ils entrent en marchant, ils entrent en festoyant, ils trouvent des territoires abandonnés. Il n'y a pas de dans la vie même avec Corneille Nangaa, avec son mouvement de l'AFC. Félix, il n'y a pas d'affrontement. Le M23, tout comme l'AFC aujourd'hui, quand ils entrent sur un terrain, vous voyez leur dispositif. Ils arrivent avec des 4x4, avec des blindés même dans certaines vidéos, avec une artillerie lourde. Mais on se demande, nous qui sommes un État avec tous les moyens que nous avons, qu'est-ce qui manque? Pourquoi on devrait se plaindre de manque d'équipement pour nos militaires? Qu'est-ce qui manque? La volonté. Pourquoi devrait-on se plaindre de manque de véhicules pour leur mobilité et pour la sécurité de nos territoires? Nous avons aujourd'hui le devoir de les dire. Pour parler de ça, je n'ai pas peur qui que ce soit. Je parle des citoyennes et des citoyens congolais qui meurent. Je parle de nos militaires qui sont au front par manque d'équipement, par manque de munitions. Pour vous dire ici, Félix, qu'un pays en guerre doit se procurer des armes, des équipements militaires, doit recruter de jeunes gens. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait dernièrement avec le recrutement de jeunes gens dans l'armée. Mais ils sont là. Non, mais ils sont où? Parce que la situation s'aggrave. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'affrontement visible sur le terrain avec les zones qui sont conquises. Il y a quelques résistances et après un moment, directement, c'est comme une barrière qui va éclater et puis l'ennemi avance. C'est pour vous dire que nous voulons que le gouvernement arrête de distraire le peuple. Le gouvernement. Que le gouvernement arrête de mentir. Et un gouvernement qui s'implique. On doit démontrer, vous savez. Un gouvernement qui s'implique, on a vu avec le budget dernier, on a cité, on a mis trop de moyens pour les FARDC. Je vous lance un défi, oui. Mais en vous référant à l'histoire. Normalement, le 30 juin 2024, il fallait qu'il y ait un défilé militaire. Mais vous savez où? À Goma et à Bukavu. Un défilé militaire où notre gouvernement devrait démontrer notre puissance. C'est d'ailleurs parmi les 30 juin les plus tristes. Et je pense pendant même ces quinquennats, il n'y a eu que des 30 juin aussi faibles comme cela. Parce que c'est une occasion. Regardez la Corée du Nord, la Chine, la Russie. Les pays en guerre, le jour des fêtes nationales, tout comme la Turquie, ce sont des pays qui démontrent leur capacité. Il n'y a pas eu de défilé à Goma. Parce que lorsqu'on démontre les armes qu'on apporte pour nos militaires, les chars, les blindés, les équipements, lors de défilés dans des zones comme Goma, l'ennemi est dissuadé qu'il ne faut pas attaquer ici parce que la capacité de frappe est plus élevée. Ça veut dire qu'en termes de troupes, on ne sait pas si ces recrutements, nous avons atteint combien d'hommes pour notre armée. Oui. En termes d'équipement, avec ces manques de défilés ou de démonstration de puissance, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a eu à acheter, ainsi de suite. À un certain moment, il y a eu des démonstrations de 2 Sukhoi ou 3 Sukhoi. Après qu'on a renvoyé l'un des appareils par missile par les forces ennemies. On ne fait pas l'apologie de l'ennemi ici, mais on dit la vérité de ce qui s'est passé. On ne parle plus de Sukhoi, on ne parle plus d'avions de chasse. Nous sommes un pays. Lorsqu'on gouverne, on doit de la vérité au peuple. Il faut qu'on nous dise, alors, le gouvernement serait-il complice avec tous les ministres de défense qui sont passés? Est-ce que dans notre armée, on n'a pas d'hommes, on n'a pas d'équipement pour que les forces négatives prennent et contrôlent des localités et sont en train de le faire davantage alors qu'on ne voit pas qu'ils ont... mais j'ai écouté notre vidéo, il y a certains
de jeunes militaires qui disent qu'on n'arrive pas à leur donner la chance par le vieux. Ceux qui sont déjà là, les généraux et les autres, ils n'arrivent pas à leur tracer le chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils puissent remettre certaines de choses en autre. Non mais écoutez, je pense que soit il y a un problème dans l'appareil sécuritaire en termes de vétérans, mais je crois que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne à l'armée. À l'armée, lorsqu'il y a recrutement, les nouvelles recrues viennent pour renforcer les rangs. Et le commandement, il existe déjà. Et c'est en termes de grade et en termes d'expérience dans le service militaire. Dans notre armée, nous avons beaucoup de généraux. Nous avons besoin de ceux qui se battent. Il y a des pays, par exemple, prenez comme le Burkina Faso, il n'y a pas beaucoup de généraux. Il n'y a que des capitaines, des colonels. Et nous avons beaucoup d'officiers gradés. Ce n'est pas une histoire de rang, une histoire de grade. C'est aujourd'hui une affaire de dissuasion. Notre capacité dissuasive, notre armée a combien de troupes après le recrutement que nous avons vu, toute cette campagne. Notre armée a quel équipement après tous ces défis que l'ennemi nous a lancés. Nous nous sommes procurés de quelles armes. Et malheureusement, on a raté l'occasion de prouver le dernier 30 juin 2024. Donc je crois qu'aujourd'hui, la question sécuritaire, c'est une question qui ne demande pas des débats théoriques. Ça demande des débats techniques et tactiques. Qu'on nous montre sur le plan technique, l'armée, ça représente combien d'hommes aujourd'hui, quel équipement aujourd'hui, quelle capacité. Et sur le plan tactique, quelles sont les opérations déjà lancées ou envisagées pour que nous puissions récupérer les territoires nationaux. Et l'absence de l'État, vous l'avez bien dit, l'État est démissionnaire. Lorsque l'État n'a pas de puissance, lorsqu'il n'y a pas de militaires, lorsqu'il n'y a pas de l'administration, lorsqu'il n'y a pas de services, un territoire abandonné, qu'est-ce que vous voulez que fassent ceux qui sont dans la belligérance? Parce que Nanga, ce sont des Congolais, bien qu'ils ont leurs partenaires M23, parmi lesquels nous osons dire qu'il y a aussi des étrangers. Mais lorsque l'on voit les belligérants prendre du terrain, c'est parce que l'État n'existait pas. Et les risques, c'est quoi? Ces belligérants mènent une campagne pour dire à nos peuples, vous verrez que dans toutes les localités, ils tiennent des grands meetings. Ah ouais. Ils disent au peuple que le pays est mal gouverné. Ça veut dire qu'ils s'érangent dans le discours de nous, l'opposition, et effectivement nous avons raison, mais ils justifient leur prise d'armes par la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, je pense que le pays, la nation elle-même, a besoin d'une réconciliation nationale. Aujourd'hui. Une réconciliation. Il n'y a pas que la guerre. Parce que je crois que si nous devons relever les failles sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, les dysfonctionnements de notre armée, oui d'accord, mais il faut parler aussi politique parce qu'il ne faut pas envoyer les Congolais se tuer, mourir, alors que la diplomatie c'est pour l'extérieur, mais à l'interne, il faut rechercher la cohésion nationale, il faut rechercher la réconciliation. Là, il faut passer par un dialogue. Effectivement. Qui va convoquer ce dialogue? Je crois qu'aujourd'hui, notre pays est d'accord de la chose. Nous voyons, avec la gouvernance qui continue à s'empirer, avec la grogne sociale, le président Tshisekedi, en tant que chef de l'État aujourd'hui, garant de la nation, devrait envisager aussi l'option, je l'ai dit en tant que Congolais, l'option d'une certaine concorde nationale, à travers, pourquoi pas un dialogue, mais pour que le Congo puisse se réconcilier d'abord, réconcilier ses fils, et surtout pour que la paix puisse avoir plus d'avantages. Mais combien de dialogues on aura en République démocratique du Congo? Parce que ça date de longtemps, il y a toujours de consultations, dialogues, ainsi de suite, mais rien ne s'en sort. Il y a des Congolais qui ont pris les armes où il y a des rébellions. Qui réclament de postes. Dialogue aussi parce que les citoyennes et les citoyens congolais ne sont pas d'accord avec la gouvernance. Parce que nous, l'opposition, nous ne sommes pas d'accord avec les élections qui ont eu lieu en 2023. Nous ne sommes pas d'accord avec la classe politique au pouvoir. Parce que plusieurs de nos compatriotes ne sont pas d'accord et qu'il faut qu'il y ait une réconciliation nationale, il faut qu'il y ait un recadrage de la gouvernance du pays et surtout il faut qu'il y ait un climat patriotique qui donnerait donc lieu à la paix. Il y a des guerres aujourd'hui qui pourraient se terminer avec du dialogue. Il y a des guerres qui devraient se terminer demain ou carrément avec la diplomatie. Il y a aussi des guerres qui devraient se terminer avec la puissance de l'État. Ouais. Dans toutes les trois options, les trois options, il faut que ceux qui ont le pouvoir puissent donc user des meilleurs moyens
pour que sur le plan de la diplomatie, on puisse faire entendre notre voix et faire gagner la cause. Sur le plan militaire, que nous puissions imposer le pouvoir de l'État, mais sur le plan aussi de la cohésion nationale, sur le plan politique, que l'on puisse retrouver une cohésion nationale via une réconciliation de Congolais, une réparation aussi, parce que je pense que si demain le Congo finit à feu et à sang plus que ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, on n'aura plus de Congo. Je pense que même ceux qui sont aujourd'hui à Kinshasa, rappelez-vous, le maréchal Mobutu était à Kinshasa, lorsque le pays a pris le feu, lorsqu'il y a eu du sang, le maréchal Mobutu devrait sauver sa peau et fuir. Je ne veux pas qu'à notre époque, qu'il y ait des gens qui vont fuir. Parce que le jour où le peuple congolais va écouter la voix de l'opposition, lorsque nous allons décider de faire partir ces dirigeants, le peuple n'aura même pas besoin des armes. Par les élections, hein. Non, écoutez. Partir les dirigeants par les élections. Il faut bien préciser. Je vous dis ceci. Oui. Le peuple congolais, s'il est décidé de mettre fin avec une gouvernance qui ne lui est pas d'accord, il peut aller par pétition. Mais par pétition. Il peut aller par pétition. Oui. Ce sont des voies diplomatiques. Le peuple congolais, c'est aussi ses concitoyens qui sont en train de souffrir dans certaines provinces. Ils peuvent se décider, s'autodéterminer. Je ne suis pas ici en train de vouloir charmer ou jouer à la prudence verbale. Je vais être clair dans ce que j'ai dit. Le peuple congolais, ce n'est pas seulement nous qui sommes à Kinshasa ou nous qui faisons la politique. Les peuples congolais, ce sont nos compatriotes dans nos villages. Attention, ils peuvent s'autodéterminer, ils peuvent s'autodécider et nous ne voulons pas que le peuple congolais, à ces moments-là, soit orienté ou manipulé par certains tireurs de ficelles qui viendront donc anarchiser notre pays ou carrément le balkaniser comme nous le craignons depuis des années. Juste là, Manji, nous sommes en train de chuter parce qu'on parle de la guerre, on parle d'une guerre politique au sein du parti au pouvoir, l'UDPS. Est-ce que ça va aider Félix Tshisekedi avec tout ce qui se passe au sein du parti au pouvoir? Bah écoutez, déjà, c'est de l'anarchie au parti au pouvoir. L'anarchie. En dehors de l'anarchie, c'était d'abord au départ des insuffisances et des incompétences. Au sein de l'UDPS? Oui, maintenant c'est de l'anarchie. Je crois qu'on a fait plus l'apologie des antivaleurs à l'UDPS, qui était d'ailleurs à l'époque perçu comme le parti qui incarnait des valeurs, notamment des valeurs sociodémocrates. Nous nous rappelons des 13 parlementaires, tout comme du leadership charismatique du fait Étienne Tshisekedi en Moulumba. Je crois que l'UDPS aujourd'hui a perdu toutes ses valeurs à cause de l'apologie de l'incompétence et des insuffisances. Mais je crois que cette anarchie, comme vous l'avez dit, n'est pas profitable d'abord au chef de l'État, parce que ce sont ces gens qui doivent comprendre. Alors qui a mené cette anarchie au sein de l'UDPS? Mais ce sont des hommes. Ce sont des hommes. C'est l'absence de respect des textes. C'est un parti politique. Il y a des statuts. Il devrait y avoir des structures, des organes pour que ces partis fonctionnent selon les textes. Je pense que d'abord, c'est l'absence de respect des textes. L'UDPS, c'est un parti qui a des statuts, qui a des règles. Mais depuis un certain temps, il y a des individus qui sont devenus des hommes forts. Aujourd'hui, vous comprendrez que le membre du parti reproche à certains individus le non-respect des textes du parti. Ça, c'est un problème que tout parti politique peut connaître. Oui. Donc, en dehors de l'UDPS, tout parti politique peut le connaître. Et donc, c'est ça le problème. Cette anarchie ne sera jamais profitable au chef de l'État, ne sera jamais profitable au gouvernement, parce que c'est les partis qui composent le gouvernement. Et pour dire que lorsque nous parlons de soucis de l'Est, l'insécurité, est-ce qu'on pouvait prendre le temps aujourd'hui de parler des querelles byzantines d'un parti au pouvoir? C'est d'ailleurs ces partis qui devraient, lui, parler et se préoccuper plus des problèmes de notre pays, des problèmes de notre peuple. Maintenant, c'est le peuple qui passe son temps dans les médias. On paye des plateaux pour parler de conflits byzantins à l'UDPS, pour parler de querelles intestines entre Kabouya, X, là-bas. C'est parce que d'abord, celui qui gère le parti lui-même a posé problème. Il n'a pas su mettre de l'ordre au parti. C'est d'abord le gestionnaire qu'il faut blâmer. Je pense qu'il a des problèmes avec les textes du parti, tout comme avec les membres de son parti aujourd'hui. Mais ce sont des querelles byzantines qui ne nous concernent pas. Ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, c'est le sort du peuple congolais. Mais c'est très malheureux que ce soit le parti présidentiel qui a démontré suffisamment ses insuffisances, qui soit encore aujourd'hui en train de livrer ces spectacles désolants à notre peuple. Dernière question. Quel espoir avez-vous pour Jean-Marc Kabonde? L'espoir des libertés, l'espoir de l'accomplissement d'un combat qu'il a commencé dès lors qu'il a décidé de la rupture. Mais un combat qui lui a été confié, légué par le docteur Étienne Tshisekedi Moulumba. Mais les autres disent qu'il joue le jeu du pouvoir. Non, même malgré qu'il
prison que Jean-Marc Abound joue le jeu du pouvoir. Il est là. Les autres, comme certains des Congolais disent, il ne tombe pas malade, il est bien géré, il est très bien en bonne santé. C'est-à-dire qu'il joue le jeu du pouvoir. Ceux qui jouent le jeu du pouvoir volent de millions, ils détournent de millions, les pouvoirs les aident, ils prennent des autorisations de sortie, ils sortent du pays. Ceux qui jouent le jeu du pouvoir entrent en prison après avoir détourné des millions, ils font 2 semaines, ils négocient, ils sortent. Ceux qui jouent le jeu du pouvoir volent l'argent comme les cas de 100 jours, ils détournent de millions. Après, il y a des arrangements politiques qui sortent, ils ont encore des nouvelles fonctions. Ce sont ceux-là qui jouent le jeu du pouvoir. Le président Kabound est un prisonnier politique. Prisonnier d'opinion politique. C'est un prisonnier de la rupture avec le pouvoir en place. C'est celui sur qui la plus grande dose d'acharnement politique et l'injustice la plus inouïe du régime en place a été appliquée. S'il ne tombe pas malade en prison parce qu'il sait qu'on voulait qu'il joue le jeu du pouvoir. En le mettant en prison, on pensait les briser, on pensait l'affaiblir pour qu'il puisse négocier une manche politique. Le président Kabound est un homme imperturbable, il est resté stable. Oui, certainement un humain, il peut tomber malade en prison, mais il ne s'est pas lamenté, il ne s'est pas mis à larmoyer. Même nous sommes politiques, on n'a pas fait des demandes d'évacuation à l'étranger pour chercher à ce qu'on négocie certaines échéances politiques. Le président Kabound, c'est un homme qui reste égal à lui-même. On connaît son parcours politique et ce qu'il a pu démontrer jusqu'aujourd'hui. Je l'ai dit au départ, c'est une victime de l'injustice de notre société. C'est une victime de l'injustice d'un conglomérat de justeurs et de détourneurs. Et ce que notre société peut attendre, la moindre des choses, c'est sa libération comme une réparation de cette injustice. Et surtout, le laisser, qu'il puisse mener un combat de valeurs, comme un citoyen congolais comme tous les autres, un combat démocratique, et qu'il puisse, ensemble avec l'Alliance pour le changement et tous les Congolais qui aspirent au changement, conquérir les pouvoirs par le voie démocratique et offrir au peuple congolais le meilleur possible, donc le changement. Croyez-vous le peuple congolais n'attend que le changement, oui. Le changement de sa situation sécuritaire, socio-économique, des changements de la gouvernance. Voilà ce que représente le président Kabound et non pas et ce avec que Jean-Marc Kabound, tout ce problème seront résolus, tout ce que vous venez de citer. Écoutez, le président Kabound, comme je l'ai dit, il incarne une vision aujourd'hui. Et autour de lui, il a demandé qu'on constitue une alliance pour le changement. Il y a lui qui est devant cette vision du changement, mais avec lui, nous et d'autres Congolais que nous connaissons, tous peut-être ne sont pas que politiques, certains sont politiques, mais qui veulent le changement. Ça veut dire que le président Kabound est le porteur d'une vision, mais cette vision-là qui est le changement, que nous avons décidé de partager avec d'autres Congolais. On ne voudrait pas ici faire du président Kabound donc un demi en tant qu'un humain, humble dans sa chair, mais avec son charisme, nous sommes sûrs qu'il va amener le Congolais vers le changement radical. Dernier mot. Bon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, notre société attend une réparation. C'est la libération du président Jean-Marc Kabound. Peu importe ce que les gens peuvent dire, l'interprétation singulière de ceux qui sont dans l'ombre, le président Kabound demeure l'unique personnalité politique aujourd'hui qui peut apporter le changement dans ce pays, qui peut travailler que pour le peuple, avec le peuple, et qui peut être rigoureux et sévère, qui peut savoir sanctionner tout dérapage lorsqu'il aura la direction de ce pays. Je pense que le peuple congolais doit s'attendre à ça. Ces moments-là arrivent, le moment où le président Kabound, l'espoir de tout un peuple, sera parmi le peuple, comme nous l'appelons toujours comme un aigle qui va prendre l'envol, mais pour nous amener vers la hauteur et arrêter cette hémorragie qui nous retient vers le bas. Merci beaucoup, Ghislain Mongy, au cadre de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Merci d'accepter notre invitation. Merci Félix. Alors on va continuer avec ces débats, c'est bien, on va la semaine prochaine avec un nouveau invité. Restez toujours branchés à la continuité de notre programme. Si vous voulez encore sur l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube Feti TV. Et là, nous débattons que pour le bien du Congo. Restons unis
Et ceux qui sont appelés à servir la République démocratique du Congo devraient le faire avec toute conscience, avec toute âme, pour que ceux qui sont dans la partie est de la République démocratique du Congo puissent retrouver la paix et aussi la vie sociale en République démocratique du Congo.